On essaie de tenir le temps, c'est ça? Il y a 1 heure entre les questions et les questions de la salle Grand Max. Voilà, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là, bienvenue au Centre culturel Anaïs-Simon Drahi, bienvenue à l'Axil, venez, installez-vous, nous allons démarrer. Ce soir, nous recevons Madame Aurore Bergé, vous pouvez l'applaudir. Madame la ministre, chère Aurore Bergé, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous vous suivons de manière régulière. Vous êtes ministre délégué en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations, sujet qui évidemment nous tiennent à cœur ici en tant que communauté juive. Et préalablement, vous étiez ministre des solidarités, solidarité également, et de la famille, solidarité également, sujet qui nous tient particulièrement à cœur ici, puisque nos actions vont dans le sens justement de la solidarité et du bien vivre ensemble. Alors vous allez pouvoir développer aux côtés de notre ami Michaël Darmon, tu es un peu chez toi Michaël, je te souhaite la bienvenue également, les thèmes qui vous sont chers et qui sont, on peut l'applaudir, qui sont développés dans votre ouvrage Nos combats pour la République, autour des 3 grands piliers que vous soutenez, votre vision quelque part pour la République, autour de la laïcité, de l'autorité, du progrès. Vous pourrez développer sur ces sujets-là. Et naturellement, l'auditoire sera extrêmement attentif et intéressé à échanger sur le sujet de la lutte contre l'antisémitisme qui vous tient à cœur. On a pour mémoire l'ensemble de vos interventions à l'Assemblée nationale dans ce sens. Et également, évidemment, voilà, notre rabbin nous rejoint, et également tout ce qui concerne naturellement l'égalité, sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Tu souhaites dire un petit mot peut-être? Donc, Élie Korchia va nous dire un petit mot en tant que président du Consistoire de France, et puis ensuite nous pourrons échanger avec vous et la salle pourra vous poser quelques questions. Merci. Chers amis, je vais être évidemment bref dans la continuité de ce qui a été dit par mon ami vice-président de la communauté de Levallois, Ria Sayag, et en présence du Rav Charles Melouche. Madame la ministre, c'est un plaisir de vous recevoir. D'abord parce que c'est une amie, Aurore Bergé, avant d'être une femme politique, avant d'être une ministre, effectivement à la tête de ce ministère pour la lutte contre les discriminations, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, si je crois que l'ordre est bien celui-ci. C'est avant tout une femme qui est engagée avec une colonne vertébrale. Et c'est ce que je voulais dire devant notamment nos amis responsables politiques, le sénateur, le vice-président du Sénat, évidemment Roger Carucci, mon ami David Weiss, mon ami Jérôme Karkurlowski et Michel Amar, maire adjoint de Boulogne-Billancourt. On a besoin d'hommes politiques et de femmes politiques actuellement qui ont une colonne vertébrale, qui ont des valeurs, qui n'y dérogent pas et qui ne changent pas, qui ne fluctuent pas en raison de l'actualité ou en raison d'intérêts électoraux ou autres. Et je crois que c'est ce qui nous manque beaucoup actuellement. Et d'autant plus depuis ces derniers mois où on a été assez choqués, y compris parmi certains de vos collègues ministres, il faut dire les choses comme elles sont, où certaines déclarations, certaines positions, pour ne pas dire certaines postures politiques nous ont profondément gênés parce que ça ne va pas dans le sens que nous avons, dans l'imaginaire que nous avons du respect de la chose publique, du respect des engagements qui sont pris, et notamment par rapport à l'antisémitisme débridé qu'on connaît au cours de ces derniers mois et cet antisionisme que vous dénoncez régulièrement. Je voulais enfin dire un dernier mot, puisque on a le plaisir de vous recevoir ici dans ce magnifique lieu communautaire que j'ai plaisir à visiter de façon très régulière. C'est un peu ma communauté de cœur, même si j'habite à Boulogne et j'adore Boulogne-Billancourt, mais c'est vrai que ce bâtiment, c'est tout ce que vous aimez, Madame la Ministre, et croisant régulièrement Michaël Darmon dans les couloirs lorsque j'ai la possibilité et je suis invité à telle ou telle émission, c'est tout à fait ce que nous défendons. Nous voulons que les Français juifs aient ce mélange entre le culte et la culture, une magnifique synagogue qui est ici et des bâtiments qui ont des bâtiments qui reçoivent comme ça des salles pour faire des conférences, des soirées, des colloques, des pièces de théâtre, des concerts, comme on l'a vécu il y a encore un mois avec un magnifique concert dans cette salle avec plus de 300 personnes. Alors voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire que les combats qui sont les vôtres, puisque votre livre c'est Nos combats pour la République, vos combats ce sont nos combats. On sait qu'on a une
une même vision sur les combats qui sont à mener contre ceux qui s'attaquent aujourd'hui aux Juifs, mais qui plus sincèrement s'attaquent directement aux valeurs de la République. Merci pour votre combat. On partage ce que vous portez comme message et on est heureux et fiers de vous recevoir dans cette communauté juive de Levallois, au sein de ce département des Hauts-de-Seine qui nous tient à cœur et dans un bâtiment qui fait rayonner le judaïsme à l'échelle de toute la France. Merci Madame la Ministre. Merci à tous. Bonsoir. Alors vraiment, ça va être vraiment quelques mots pour immédiatement introduire le débat, mais d'abord, je voudrais avoir un peu un regard d'observateur aussi sur vous, Aurore Bergé, parce que nous connaissons à la fois l'âpreté et parfois l'insignifiance du combat politique et médiatique. Mais ce soir, ce sont on va prendre le temps aussi d'aller sur le fond et de pouvoir justement écouter vos réponses. Tout a été dit, donc moi qui aussi connais votre parcours en tant que professionnel depuis des années, à la fois la ténacité, le tempérament et la tempérance. Donc ça, c'est aussi ce qui vous caractérise, qu'on connaît aussi dans l'écosystème politico-médiatique, je dirais. Et depuis le 7 octobre, bien évidemment, le courage de se dresser d'abord contre les silences et puis ensuite contre les paroles insupportables. Ça a été dit et on va le rappeler, bien évidemment. Et surtout pour vous qui ayez à cœur la lutte du féminisme et l'action du féminisme, la manière dont vous avez élevé la voix face aux féministes qui justement discriminaient les Israéliennes qui avaient été violées. Très très peu de voix se sont élevées à ce moment-là et vous avez été pratiquement la première à le faire. Aujourd'hui, vous arrivez devant nous avec un livre, je l'ai lu. J'ai l'impression que c'est un livre, vous allez nous le dire, d'une ministre aujourd'hui en colère, et qui adresse aussi une alerte assez inquiète vis-à-vis de cette démocratie que vous considérez aujourd'hui en danger. Est-ce que vous estimez effectivement que les fondements de cette démocratie en France sont en danger, et pourquoi cette alerte aujourd'hui ? Merci. Permettez-moi déjà de vous remercier évidemment pour votre invitation. Je suis très heureuse de vous retrouver et d'être pour la première fois dans ce lieu qui est en effet assez unique. Merci pour les mots très aimables que tu as bien voulu m'adresser. Je salue le ministre sénateur Roger Carucci qui me connaît depuis quelques années maintenant et je suis très heureuse de le retrouver régulièrement et de retrouver ses colères saines très souvent au Sénat, mais toujours juste. Et puis David Xavier Weiss, voilà, qui reste un ami, on se connaît depuis longtemps et qui évidemment ici d'avoir un élu dans votre ville. Et je salue aussi les autres élus des Hauts-de-Seine qui sont évidemment présents, et vous toutes et tous ce soir. Alors, pour essayer de répondre à la question plus directe qui m'a été posée, je crois qu'il faut être lucide sur le moment politique que nous sommes en train d'affronter. Et les conséquences du 7 octobre n'ont jamais été que le révélateur d'éléments qui étaient déjà en germe dans la société et sur lesquels nous étions quelques-uns à alerter, à alarmer au regard de ce que cela pouvait générer de manière beaucoup plus puissante. Je pense que le moment, il appelle du courage, il appelle de la clarté, il appelle aussi une capacité de construction qui me semble absolument déterminante, là où beaucoup essaient surtout d'accentuer sur les fractures, les fragmentations de la société, parce que je ne crois pas que ce soit ça, d'ailleurs, ce qu'appellent les Français. Mais beaucoup de lucidité d'abord sur le moment que nous vivons. C'est pas un hasard si j'ai appelé en effet mon livre « Nos combats pour la République » et chaque mot compte. En tout cas, j'ai essayé de lui donner un sens, une signification particulière. L'éditeur m'avait dit qu'il fallait que je mette mes combats. Je dis non, en fait, je pense que ce sont nos combats. Si ce ne sont que les miens, c'est un problème. Il faut que ce soit nos combats. Il faut que ce soit des combats qui soient partagés dans la société à un moment, encore une fois, où on a et on devrait avoir cette soif de rassemblement et de cohésion autour de valeurs qui nous semblaient assez irréversibles. Peut-être un peu trop naïvement parfois, j'y reviendrai. Combat, parce que oui, il faut les porter avec clarté. C'est pour ça que je saluais les colères saines de Roger, mais parce qu'il faut cette clarté-là dans le débat public et dans le débat politique, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu parfois difficile d'avoir cette voix sur la République, sur la laïcité, sur l'islam politique. J'imagine qu'on y reviendra. Et puis évidemment la République, parce que la République, elle est la réponse. Elle est à la fois ce qui est attaqué,
ce qui est pris pour cible, mais elle est évidemment la réponse dans ce qu'elle a de plus puissant à offrir, c'est-à-dire l'universalisme républicain. L'universalisme républicain est la plus puissante des réponses que nous puissions apporter parce que justement l'universalisme est ce qui nous protège du communautarisme, ce qui nous protège du repli identitaire et ce qui fait qu'on ne trie pas, qu'on ne hiérarchise pas. Souvenez-vous, dans notre pays, il y a quelques semaines, nous avons eu à affronter un crime qui était un crime raciste. Et immédiatement, nous avons eu des voix qui se sont élevées sur des formes de concurrence victimaire, de concurrence de douleur. Et ça, c'est insupportable. L'universalisme, c'est la réponse inverse. C'est justement de dire, et c'est d'ailleurs ce que vous dites ici, ce que vous dites dans vos prières aussi à la République, et je crois que c'est ça qui nous rassemble évidemment. C'est qu'on ne trie pas, qu'on ne hiérarchise pas. Mais vous dites c'est en danger. Oui, et vous écrivez c'est la dernière chance. Mais parce que je pense que c'est ressenti très puissamment par les Français. Ils nous l'ont dit d'ailleurs plusieurs reprises au moment des élections. On a eu des élections très récentes du fait de la dissolution. Et c'est sans doute les mots qui revenaient le plus souvent. C'est-à-dire que on est prêt et on est d'accord pour vous faire confiance, mais c'est la dernière fois. Et je pense qu'on est un certain nombre de responsables politiques à l'avoir entendu. C'est la dernière fois qu'on est prêt à vous faire confiance. Pourquoi la dernière fois? Parce que justement, on ressent cette urgence à agir, cette urgence à nommer, cette nécessité de la lucidité aussi dans les combats qui doivent être les nôtres et qu'on doit affronter. Le combat contre l'antisémitisme, c'est pas juste un combat existentiel et encore moins un combat communautaire, c'est un combat d'avant-garde en matière de démocratie. Parce que ça n'est pas un hasard si toutes nos démocraties ont eu à connaître un regain d'antisémitisme après le 7 octobre 2023. Ça n'est pas un hasard si cela a été pris pour cible. Et c'est ça qu'il faut dire avec lucidité. Ça n'est pas un combat communautaire. C'est un combat pour des valeurs fondamentales, pour des libertés fondamentales. Et je pense que c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il faut le présenter. Parce que si ça n'est le combat que de quelques-uns, alors ça, déjà, un, c'est le risque d'être un combat perdu. Deux, c'est le risque de se retrancher. Et ça n'est pas comme ça, à mon avis, qu'il faut le formuler. Donc, il faut en effet sortir d'une forme de naïveté qui a fait qu'on a pensé à tort qu'un certain nombre de conquêtes et qu'un certain nombre de valeurs étaient prises pour acquises et étaient irréversibles. Il n'y a rien d'irréversible. Et la rapidité avec laquelle, d'ailleurs, il y a inversement des valeurs et brutalité de cet inversement est extrêmement spectaculaire, que ce soit sur les droits humains, que ce soit sur les droits des femmes, que ce soit sur les atteintes à la démocratie, que ce soit sur les atteintes à la République. Donc, une lucidité implacable, une intransigeance implacable avec celles et ceux qui cherchent à atteindre les fondements qui sont ceux et de la République et de la démocratie et qui sont aujourd'hui intimement liés à la question de l'islam politique. Et l'islam politique, c'est une idéologie politique. Une idéologie politique, elle n'a aucun droit. Et c'est ça qu'il faut assumer, à mon avis, de dire avec beaucoup de clarté, en espérant être le plus nombreux possible à poser évidemment ces constats. Aujourd'hui, ils sont suffisamment bien documentés pour que on ne puisse plus nous opposer le fait qu'on chercherait à brandir cela. Non, on ne brandit pas, ça ne fait plaisir à personne de dire que ce danger existe. En tout cas, pas à nous dans cette salle. C'est juste qu'il faut avoir la lucidité de les nommer. Une fois que vous avez la lucidité d'élaborer des constats partagés, de poser des faits, de mesurer, d'objectiver, il faut la lucidité qui va en face. C'est-à-dire la lucidité de l'action et du combat que vous menez pour les valeurs qui sont les nôtres. Alors, on a le sentiment que justement cette action, quelque part, quand je vous lis, parce qu'en fait, vous posez quand même des questions avec lucidité, avec honnêteté, avec parfois une forme de douleur, pour pouvoir faire un constat qui n'est pas facile à faire. Et je me suis dit, en lisant, elle fait ce constat très honnête, très lucide, parfois effectivement difficile, mais pratiquement à la fin de 10 ans de présidence d'Emmanuel Macron. Aurore Bergé, que s'est-il passé pour que, au fond, 10 ans après la promesse de 2017, où les Français n'auraient plus à voter pour l'extrême droite et ne seraient plus dans la difficulté et que tout aurait finalement changé, les usages, les visages, que s'est-il passé pour que, au fond, vous en soyez à faire ce constat de danger et d'alerte? J'ai pas l'impression d'avoir mis 10 ans à titre personnel à poser ce constat. Je pense que je fais partie de ceux... Je parle pas de vous, là, je voudrais avoir une analyse un peu générale. C'est moi qui ai écrit le livre, du coup, je me permets de répondre pour moi. Enfin, vous faites aussi un constat un peu difficile aussi dans le livre. La question du journaliste, mais moi, c'est ma réponse. Oui, je vais pas me changer. L'autre. Mais encore une fois, je pense que cette lucidité-là, certains ont préféré pendant longtemps, dans une forme
je sais pas, c'est une forme de naïveté, d'absence de courage ou de volonté de ne pas brusquer, de ne pas heurter la société. C'est plus confortable d'aller dans le débat public et de ne pas aborder ces questions-là. C'est plus confortable d'aller dans le débat public et d'espérer dire que finalement ça n'est pas prioritaire. C'est plus confortable intellectuellement, moralement, politiquement de se dire qu'à partir du moment où économiquement on arriverait à résorber des fractures, des crises, eh bien les enjeux identitaires repasseraient au second plan. Ça n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Quand bien même d'ailleurs on a des résultats et de bons résultats d'un point de vue économique, ça ne suffit plus à décaler le débat par rapport aux questions identitaires. On le voit bien. On a ces replis qui sont des replis massifs aujourd'hui de la société. Et c'est pour ça que quand je parle d'intransigeance républicaine, je pense qu'il faut l'adresser dans une logique de double puissance républicaine. Une intransigeance sur toutes les atteintes qui sont les atteintes commises à l'encontre de la République. Donc toutes celles et ceux qui veulent en saper les fondements, qui tentent un entrisme, un prosélytisme identitaire, religieux, idéologique, politique, parce qu'il est plus d'ailleurs idéologique que religieux, puisqu'on voit bien qu'il sert un dessein qui est un dessein politique, et intransigeance aussi avec ceux qui représentent des entailles à la République, c'est-à-dire nous, les sujets que moi j'ai l'honneur de porter au sein du gouvernement, qui sont aussi la question des discriminations. Parce que si on n'a pas cette double puissance et cette double intransigeance à la fois contre toutes les atteintes aux valeurs de la République, mais aussi ces entailles qui font qu'à la fin on crée ce terreau favorable, au frérisme, on crée ce terreau favorable à la France insoumise, qui sont plus ou moins les mêmes, souvent d'ailleurs, en tout cas qui adressent les mêmes thématiques, les mêmes enjeux. Et je pense que c'est ça qu'on doit avoir. Donc pourquoi au bout de 10 ans, moi très sincèrement, j'ai pas l'impression de faire ce constat qu'au bout de 10 ans, je pense avoir été de celles et de ceux, je pense à Jean-Michel Blanquer, où on a porté un certain nombre d'alertes très claires sur les atteintes à la laïcité. On a le sentiment que vous avez été effectivement pas majoritaire dans cette démarche d'alerte. Pas été, non, mais il faut être lucide. Non, c'est vrai qu'on l'a pas été tout de suite. C'est vrai. C'est vrai, pas dire autre chose puisque c'est la vérité. Ça veut dire qu'il y a aussi ce travail de conviction. Quand on fait de la politique, on mène des combats au sein de sa propre famille politique, on mène des combats dans le débat public et il faut accepter d'y mettre en effet un peu d'engagement et de conviction pour espérer devenir majoritaire. On n'est pas majoritaire naturellement, on est majoritaire parce qu'on arrive à faire adhérer un discours et une force de conviction. Et pour devenir majoritaire, il faut aussi que les gens soient prêts à entendre ce discours-là. Les gens ont été prêts à entendre progressivement ce discours-là parce que malheureusement, on a eu des drames absolus dans la société qui ont réveillé un peu les consciences, en espérant d'ailleurs que ça laisse une trace. Moi, je suis d'un département très singulier, qui est le département des Yvelines. Le département des Yvelines, c'est Magnanville, des gendarmes qui sont assassinés à leur domicile. Le département des Yvelines, c'est Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Donc ça, il a fallu à un moment que les Français soient ébranlés presque dans leur chair et dans leur intimité pour se dire que nous n'étions pas que quelques-uns, que nous n'étions pas là pour faire du beurre, j'allais dire, sur ces questions identitaires, mais parce que on voyait que c'était une urgence à révéler, une urgence à dire et une urgence à combattre. Mais oui, ça prend du temps de devenir majoritaire. Aujourd'hui, je vois que finalement, on a une assise qui est de plus en plus large. Donc, je suis ravie que certains nous rejoignent sur ces coins. Et ça veut dire qu'il faut de la clarté. Justement. Tout le temps sur la question des élections. Peut-être y revenir sur les législatives, par exemple. Parce que je pense que ça crée aussi, sinon, de la confusion, de l'ambiguïté. Et que cette ambiguïté, elle n'est jamais favorable au combat républicain. Alors, justement, vous m'offrez effectivement cette transition. Parce que ce que je voudrais quand même que vous sachiez, c'est que c'est le récit de ce livre, c'est un récit qui peut-être un jour peut devenir une série politique, tellement l'épisode en interne et en coulisses de la dissolution qui a tellement traumatisé d'une manière générale le corps politique français et en particulier votre famille politique est absolument haletant. Ça, c'est effectivement très intéressant et effectivement, il y a beaucoup à découvrir dans ce récit, même lorsque on croit savoir que l'on sait. Donc ça, c'est effectivement très important. Et ce qui prédomine à cette lecture, quand on a effectivement cette lecture-là, c'est de dire oui, à quel point ça a été une souffrance, par exemple pour vous, mais aussi pour beaucoup de vos collègues élus, tout d'un coup d'être obligé de dire on va au fond faire ce front républicain, faire en sorte que on ait un accord politique
pratiquement avec la France insoumise, avec donc toutes les difficultés que vous avez mentionnées. Comment on vit cela, et est-ce qu'au fond, ça ne restera pas, au fond, le début d'un chaos qui est reconnu par tout le monde et qui reste incompréhensible, cette dissolution? Alors, bon, déjà, merci pour l'interprétation sur la série politique. S'il y a des producteurs dans la salle, on peut éventuellement en reparler. Pourquoi pas? J'avais pas cette ambition-là, mais tant mieux si ça veut dire que c'est bien écrit. Sur la question de la dissolution. Alors, on peut philosopher des heures sur est-ce qu'il aurait fallu ou pas que cette dissolution existe. Moi, mon point de départ, il est même pas celui-là. C'est qu'à partir du moment où la dissolution existe, la question, c'est quel projet politique vous portez et quelles sont les alliances que vous êtes prêts à faire ou les alliances que vous refusez de faire. Et on sort d'une campagne des élections européennes, une campagne européenne où nous avions je parle de nous, bloc central, comme on dit aujourd'hui. Je ne parle pas du socle commun, cher Roger, bloc central. Nous sortions d'une campagne où nous avions très clairement dit que pour nous, il y avait deux adversaires qui étaient et le Rassemblement national et la France insoumise. Ce d'autant plus au regard de la campagne qui a été menée par la France insoumise, dont le seul objet politique a été Gaza. Pour que vous ayez en tête ce qui nous a été présenté, notamment au ministère, c'est que, je pense que tu le sais, mais typiquement sur l'augmentation massive des faits et des actes antisémites à l'université est directement corrélée à la campagne des élections européennes. Le pic qu'on observe, pic massif qu'on observe dans la courbe sur les actes antisémites à l'université, c'est pile au moment de mai et juin, c'est-à-dire vraiment les élections européennes, parce qu'ils font la tournée des facs, une mobilisation massive, pour le coup très bien structurée, documentée et financée, de manière à mobiliser le corps social, étudiant, université après université. Donc on sort de cette campagne-là quand on aborde, au soir même de facto des élections européennes, une autre campagne qui est la campagne des législatives, puisque la campagne législative, elle s'engage le jour même, le soir même, à minuit une. Dans un contexte où le RN est en passe de remporter l'élection. Dans un contexte de départ. Je sais pas, moi, si c'est le contexte de départ. Moi, ce que je sais, c'est que l'objectif de la dissolution tel qu'énoncé dans les discussions que j'ai avec le président de la République, les discussions qu'on a, est un enjeu initial. Encore une fois, on peut avoir des interprétations diverses, mais l'enjeu initial est l'enjeu de la clarification. Dire, puisque le RN est arrivé en tête, et nettement en tête des élections européennes, est-on légitime, nous, à rester dans cette situation-là, ou est-ce qu'il faut qu'on demande aux Français si oui ou non ils sont prêts, ils souhaitent qu'à un moment, il y ait un basculement. C'est ça le point de départ, c'est ça la question au départ qui est posée aux Français. Se passe le premier tour des élections, et donc se passe la question de la stratégie adoptée dans l'entre-deux tours des élections législatives. Et c'est là où on a des points de désaccord majeur à la fois en termes de stratégie politique, mais majeur sur la question des valeurs. Et quand les deux se rejoignent, en général, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui dysfonctionne massivement. Au soir du premier tour des élections législatives, moi, je dis très clairement, d'abord dans les réunions internes, puis ensuite je le dirai en plateau, que je considère que le bulletin de vote LFI n'est en aucun cas un antidote au RN et qu'on ne peut pas donner une consigne de vote allant jusqu'à la France insoumise. De manière très claire, dans toutes les réunions préparatoires initiales, voilà, donc vous imaginez bien, un soir d'élection, on est supposé un peu se coordonner sur les messages qu'on diffuse sur des plateaux de télévision, en tout cas, on essaye. Et donc, c'est au départ ça, le message très clair qui est donné. Et puis, il y a un renversement au cours de la soirée, puisque le Premier ministre fait une déclaration inverse. Moi, je m'en souviens très bien, parce que je suis sur le plateau de France 2, au moment où il fait sa déclaration en direct de Matignon. Et donc, moi, on me demande de réagir. Je me trouve dans une situation un peu invraisemblable où je suis à côté de Marine Tondelier, où elle me félicite. Jubile, oui, absolument, oui. On se souvient. Pour le discours du Premier ministre. Je dis, mais vous avez pas bien compris. Moi, ça n'est pas ma position. Et je maintiens la position qui est la mienne. Qui est la mienne. Et je n'ai pas changé de position alors que j'étais ministre de cet ancien Premier ministre, et j'ai maintenu la position qui était la mienne. Nous avons été quelques-uns. Donc, votre position, c'était ni RN, ni LFI. Pour vous, c'est la martingale qu'il faut en permanence opposer. C'est pas une martingale. Je pense pas que ce soit une martingale. C'est un sujet de clarté politique et de conviction politique.
voilà, on ne peut pas avoir fait la campagne qu'on a faite sur les élections européennes, la campagne qu'on a faite sur le premier tour des élections législatives, en demandant de la clarification, de la clarté politique, et avoir eu le révélateur qui était le nôtre, singulièrement sur la question de l'antisémitisme, et passer tout ça par perte et fracas en disant il y aurait soi-disant un mal plus grand que l'autre, ce que je ne crois pas. Ça ne veut pas dire que je ne combats pas le Rassemblement national. Tous ceux qui me connaissent ici savent très bien le combat acharné qui est le mien, mais je pense qu'on les sert, on crée des marchepieds au Rassemblement national à partir du moment où on octroie une forme de légitimité ou de légitimation à la France insoumise. Donc on a de lignes. Et après, je pose une autre question dans le livre, qui est la question même du Front républicain, qui est un vrai débat. Que vous avez refusé, donc. Est-ce que oui ou non, au-delà même de se dire ni RN, ni LFI, est-ce que on considère que ça a encore du sens? Un, que des partis politiques donnent des consignes de vote. Deux, qu'il y ait des désistements qui se produisent au moment des élections législatives pour favoriser l'élection de l'un ou empêcher l'élection de l'autre. Moi, je pense que tout ça ajoute de la confusion. Que les Français, à un moment, attendent plutôt de la clarté. Déjà, un, n'aiment pas l'idée d'être infantilisés. Je pense que ça participe d'une forme d'infantilisation, le Front républicain, c'est de dire aux Français, il y avait 3, peut-être parfois 4 candidats qui pouvaient se maintenir au second tour, on va vous empêcher de choisir, puisqu'on va restreindre votre choix en supprimant une candidature, ce qui est d'ailleurs très violent, de dire à nos propres candidats de se désister, parfois à quelques dizaines de voix. Parce que l'écart sur une élection législative, il peut se faire à quelques dizaines de voix entre le deuxième et le troisième et le quatrième. Donc il y a 2 questions, en fait, pour moi, au soir du premier tour des législatives. Il y a une première question qui est, pour moi, un interdit et politique et moral, qui est qu'on ne peut en aucun cas appeler à voter pour la France insoumise ou à se désister en faveur de candidats qui sont membres de la France insoumise. Raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, sur ma propre circonscription, je vais finir en triangulaire, puisque malgré le risque RN, LFI va se maintenir face à moi. Et je préfère avoir été élue sur cette clarté-là, en triangulaire, déjà parce que je leur dois rien, ni au RN, ni à LFI, puis parce que du coup, moi, j'ai vraiment gagné. Et il y a un deuxième débat qui est la question même du Front républicain. Est-ce que oui ou non, on considère qu'il faut continuer dans ce qui a finalement été presque un réflexe depuis 2002 et qui en plus, à mon avis, est une question qui est mal posée. Parce qu'on peut pas le comparer à une élection présidentielle. Une élection présidentielle, au second tour, il y a que 2 candidats, point barre. La règle, elle est claire. Donc il n'y a pas de question de front républicain, il y a une question de choix, de sélection, du meilleur ou du moins pire. L'élection législative, il n'y a pas la règle. Donc soit on va au bout du raisonnement et on dit on change la règle, et seuls les 2 candidats arrivés en tête peuvent se maintenir, soit à partir du moment où on change pas la règle électorale, pourquoi donner le sentiment, je pense à beaucoup de Français, quelque part on la truque, parce que pourtant, on créerait des désistements. Pourtant, ce Front républicain, il a émergé aussi dans une famille politique qui était la vôtre à l'époque, autour de Jacques Chirac, où il y avait le cordon sanitaire pour empêcher le FN d'arriver. Encore une fois, ça n'est pas pour moi la même question parce qu'on parle de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, vous avez que 2 candidats à la fin. Donc quand la question est posée aux Français entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac, quand elle est posée aux Français entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, de toute façon, personne ne se désiste en faveur. Personne ne se désiste en faveur. Quant au poids de savoir si celui arrivé 3e, 4e ou 5e donnant une consigne de vote, est-ce que vraiment c'est ça qui a ensuite suivi? Je ne suis pas certaine. Les Français sont plus intelligents que certains veulent bien le croire. Justement, ces Français, vous les rencontrez beaucoup. Vous les rencontrez beaucoup. D'ailleurs, vous le racontez aussi à travers ce livre, comment vous partez effectivement à la rencontre de tous les Français à travers vos différentes fonctions ministérielles et parlementaires. Et justement, puisque vous parlez de clarté, il y a une donnée qui a été immédiatement effacée, en fait, pratiquement le soir du 9 juin, parce qu'il y a eu la dissolution, c'était le résultat des élections européennes. Et en particulier, cette donnée où 93% des communes françaises ont mis le RN en tête ce soir-là. Indépendamment après de ce que vous avez pu faire, comment vous l'expliquez? Comment, effectivement, parce que c'est, non, pas en 2 minutes, mais en tout cas, ensuite, c'est le début et tête de chapitre, parce que vous en parlez dans votre livre, mais pour qu'on puisse aussi un peu avoir quelques grandes lignes de cette analyse. Comment vous expliquez, après justement toute cette période de lutte, de politiques publiques qui ont été menées, en particulier dans vos champs, comment vous expliquez que le RN soit aussi puissant tout le temps?
C'est sans doute la question la plus difficile, en fait. Et je sais pas si déjà... Mais vous allez parfaitement vous en sortir. J'en doute pas. Et je vous remercie. En fait, c'est très difficile d'arriver à avoir une grille de lecture qui serait une grille de lecture homogène sur l'ensemble du territoire, déjà. Moi, je crois pas à ça. Je crois pas qu'il y ait de manière systématique les mêmes facteurs explicatifs en fonction des territoires dans lesquels on vit, qu'on soit en hexagone ou en outre-mer, qu'on soit en territoire rural ou urbain, qu'on soit dans une ville de taille moyenne ou dans une grande métropole. On n'a pas les mêmes déterminants du vote en fonction du territoire dans lequel on vit, en fonction des opportunités qu'on projette, en fonction des imaginaires qu'on a, en fonction de l'accès à la mobilité, de l'accès aux services publics, de l'accès à l'emploi. Je pense que déjà c'est une première grille de lecture, et d'abord une grille de lecture très territoriale, et d'ailleurs on le voit quand vous regardez les analyses qui sont faites, notamment de géographes, qui sont très intéressantes. Quand vous superposez des cartes électorales des résultats des élections européennes ou des résultats des élections législatives avec d'autres cartes, que ce soit la carte de la mobilité, des transports, des réseaux, des services publics, vous voyez qu'il y a déjà des corrélations qui existent sur la visibilité de l'État, l'action de l'État, la manière avec laquelle on se sent respecté. Moi, je pense qu'il y a cette puissante demande de Français d'être à la fois de reconnaissance et de respect, d'être reconnus pour ce qu'ils font, c'est-à-dire des gens qui bossent et qui appliquent la règle et qui suivent la règle et qui acceptent l'autorité, qui ne la défient pas. Et je crois que on ressent parfois ces écarts extrêmement puissants entre celui qui a l'impression de cocher toutes les cases et de tout bien faire, mais qui en fin de se met est mis un peu en balance avec celui qui, au contraire, défie en permanence l'autorité, l'ordre, la légalité. Je pense que ça, c'est aussi un des éléments de facteurs explicatifs. Et puis, c'est aussi un sujet de récit politique et de projet politique. C'est-à-dire qu'on a un parti qui, puissamment, structurellement, depuis 40 ans, a imposé un récit politique. La question étant de savoir, aujourd'hui, si leur récit, le narratif dominant, le narratif du Rassemblement national, est-ce que c'est un narratif auquel les Français adhèrent, parce qu'ils considéraient qu'il pose donc les bons diagnostics, les bons constats sur l'état du pays, et au-delà d'adhérer aux diagnostics, ensuite adhèrent aux propositions qui sont formulées. Et c'est là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est d'aller sur le champ plus de leurs propositions et de montrer aussi les incohérences manifestes qui sont celles du Rassemblement national et sur lesquelles finalement, c'est ça qui est le plus spectaculaire avec ce parti, qui ne sont jamais mises à leur discrédit. Jamais. Pour une seule raison, c'est qu'ils n'ont jamais exercé le pouvoir. Tant que vous n'avez pas exercé le pouvoir, vous avez tous les droits. Tant que vous n'avez pas exercé le pouvoir, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit à l'incompétence, vous avez le droit à l'incohérence. C'est parce que finalement, vous n'avez jamais été mis en défaut de responsabilité. Et c'est pour ça que la dissolution avait son intérêt. C'était que pour la première fois, il pouvait être mis face à la responsabilité d'exercer ou pas le pouvoir, voire plutôt de le refuser, parce que vous avez bien vu ce glissement aussi qui s'est opéré entre le premier et le second tour, qui était d'abord un premier tour très conquérant, et puis l'entre-deux tours, où vous avez vu progressivement des candidats, au-delà d'un certain nombre de candidats qui ont été désinvestis parce qu'ils sont antisémites, si néo-nazis, si racistes, etc., comme le seul parti avec à ce point de nombre de candidats investis de cet ordre-là, mais au-delà de ça, de refus d'obstacles sur l'exercice du pouvoir. Ça se ressentait très puissamment dans les débats qu'on avait face à eux, y compris d'ailleurs Jordan Bardella, dans la manière avec laquelle il l'exprimait. Mais je crois qu'il y a ça. Et pour moi, la dissolution avait cette vertu un peu de catharsis, de dire est-ce qu'ils sont prêts ou est-ce qu'ils ne sont pas prêts, et on va les mettre face à leur responsabilité d'exercer ou de ne pas exercer le pouvoir, de prendre ou de ne pas prendre leur responsabilité. Ce que nous, on a fait, ce que des partis républicains ont fait, avec des échecs, avec des réussites, évidemment, avec des critiques qui peuvent leur être adressées. Et donc nous, en effet, on est renvoyés sur nos incohérences parfois, sur nos manquements ici, sur nos réussites, sur nos échecs. Donc quand vous n'avez jamais exercé le projet pouvoir, sous-jacent, tel que je le comprends et vous entends, le projet sous-jacent quelque part de la dissolution, c'était aussi de prendre ce risque que le Front National arrive au pouvoir? C'était de prendre le risque de poser la question aux Français. Ça ne voulait pas dire que c'était le projet, mais c'était qu'à un moment, cette question, elle soit tranchée. Ça a été envisagé donc par mais c'était de se dire, au moment des élections européennes, ils vont gouverner. C'était la conviction du président de la République, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment, on est dans un hiatus absolu? Est-ce que nous, on continue à exercer le pouvoir, alors qu'à la fin, ce que souhaitent les Français,
c'est un basculement. Il y a eu une forme de réponse d'ailleurs qui a été donnée au moment des élections législatives, puisque à la fin, ils ont été très loin d'être en capacité à être majoritaires, que ce soit en majorité relative, puisque maintenant on est souvent en majorité relative et encore moins en majorité absolue. Mais c'est bien la question fondamentale qu'il va falloir qu'on tranche pour 2027. Est-ce que oui ou non, les Français aujourd'hui sont prêts, forme de poker, de dire, bah en fait, on met tapis et puis on verra. Puis on verra. Mais en fait, c'est trop, prenant le risque que ce soit donc trop tard. Quand vous mettez tapis, à la fin, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Donc, il y a quelques joueurs dans la salle, vous le savez. Donc, c'est aussi ça. Et à considérer encore que ce soit un jeu, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas quand on parle quand même de nos valeurs et de notre avenir commun. Et il y aura effectivement un contre-projet politique à définir, mais ça, ce sera peut-être pour une autre occasion pour en parler. Pour revenir aussi à votre propos et à vos combats et à votre action politique, vous dites, à un moment donné dans votre livre, être féministe, c'est être universaliste. Les féministes qui ont discriminé, rejeté régulièrement et violemment les femmes juives et israéliennes parce qu'elles considéraient que c'était pas des bonnes victimes. Est-ce qu'elles ont évidemment pour vous manqué d'universalisme d'une part, et deuxièmement, comment faire pour juguler ces impresarios de l'islamisme? Mais moi, je me suis élevée très très tôt sur cette question-là. C'est la deuxième fois que je suis ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et la première fois, j'avais d'ailleurs demandé à ce qu'il y ait une forme d'inspection et d'audit qui soit faite sur les subventions qui avaient été octroyées aux associations féministes au regard des propos que certaines de ces associations auraient eus sur le 7 octobre. Donc j'ai dit très clairement les choses en disant que c'était hors de question qu'il y ait un seul euro d'argent public qui puisse être octroyé à des associations qui, quand bien même elles feraient un travail de terrain utile, auraient tenu des propos inacceptables sur le 7 octobre, de la même manière que, par exemple, dans une délégation qui m'accompagnait aux Nations Unies, j'ai refusé que des associations viennent parce qu'elles avaient tenu des propos qui, en fait, dépassaient le cadre, en fait. C'est le cadre républicain et universaliste. Et oui, moi, je suis féministe parce que je crois à l'égalité, parce que je crois au respect, parce que je crois à la liberté, parce que je crois à l'émancipation. Mais le féminisme, il est forcément universaliste. Il fait pas le tri. Il fait pas le tri parmi les auteurs, comme il fait pas le tri parmi les victimes. La première, d'ailleurs, phrase du féminisme et de beaucoup de ces associations qui le revendiquent sur la question des violences, c'est d'abord de dire aux victimes on part du postulat qu'on les croit. Et là, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire, elles sont parties du postulat qu'on ne pouvait pas croire les victimes. Comme si, encore une fois, on pouvait faire le tri entre les victimes. Alors qu'en plus, sur la question des attentats terroristes et du 7 octobre, c'est absolument sinistrement documenté. C'est documenté parce que, aujourd'hui, le corps des femmes reste un outil, un instrument en temps de guerre, en temps d'attaque terroriste, parce que marquer le corps des femmes, mutiler le corps des femmes, violer des femmes, c'est asservir, c'est marquer durablement, c'est laisser des traces. Et donc, c'est malheureusement, le corps des femmes est de manière systématique souillé et utilisé. Et ça a été documenté par les terroristes eux-mêmes qui l'ont revendiqué. Donc, il n'y avait même pas de doute possible. Et encore une fois, il n'y avait pas de raison de toute façon qu'il y ait un doute, puisque la première des paroles aurait dû être de toute façon nous te croyons. Et donc oui, moi j'ai été très claire et je le maintiens. Je l'ai malheureusement eu à nouveau à l'être. Je dis malheureusement parce qu'on ne devrait pas avoir besoin en permanence de rappeler ce que sont les fondamentaux de ce combat féministe, parce que quand il y a eu des mobilisations citoyennes et des marches citoyennes, le collectif Nous Vivrons, peut-être que certains en sont membres ici, en tout cas j'imagine que vous en êtes tous des soutiens, parce que Sarah fait un travail absolument exceptionnel avec son équipe, s'est retrouvée dans des circonstances absolument indécente et insupportable. C'est-à-dire qu'on est sur un collectif qui juste soutient toutes les victimes, quelles qu'elles soient, là encore, sans hiérarchie, sans tri, sans distinction, et s'est retrouvé interdit de manifester de facto, non pas par l'État et la République qui les a protégés, mais parce que d'autres associations les ont empêchés de se mobiliser. Donc oui, quand on est féministe, on est universaliste, on trie pas, on distingue pas, on hiérarchise pas, on combat toutes les formes de violence, d'attaque à la dignité humaine et aux droits des femmes, d'où
que ces attaques puissent parvenir. On a l'impression justement que ça a déclenché au contraire de l'essentialisation, qu'au contraire ça a mis en difficulté justement l'universalisme, et on sent bien que c'est justement l'attaque de ce qu'on appelle, pour faire vite, le wokisme et toutes ces intersections d'identité qui se disent humiliées, qui veulent justement empêcher cela. Mais au-delà de cette explication liée au champ féminisme, pour vous, comment expliquer que au fond un massacre, un pogrom est déclenché, décomplexé des paroles et des actes antisémites? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé en France? On va parler principalement de la société qu'on connaît. Alors, oui, mais pour c'est vous, pas... en tant qu'actrice publique, élue, ministre, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'entends la question sur la France, mais ce qui est important, je pense, à retenir au-delà de la France, c'est que justement, ça n'est pas spécifique à la France. Je sais, c'est la raison pour laquelle... Mais ça dit quelque chose, c'est-à-dire que toutes les démocraties ont été attaquées. Et si toutes les démocraties ont eu à connaître un regain massif d'antisémitisme après le 7 octobre, c'est donc bien qu'il y ait une volonté délibérée, structurée, animée, organisée, de se dire que la première porte d'entrée pour attenter aux valeurs démocratiques est l'antisémitisme. Et après, il y a des situations particulières, individuelles, et en fonction de l'état des sociétés, notamment, et ce qui se passe dans notre pays, qui ne s'est pas passé, si on est très lucide, qu'au moment du 7 octobre. C'est-à-dire que dans d'autres moments où des Français juifs ont été ciblés parce que juifs et ont été tués, on a eu à assister aussi à des regains ensuite d'antisémitisme. On l'a vu malheureusement, on l'a vu au moment de l'assassinat d'Ilan Halimi. Mais le 7 octobre, c'est particulier parce qu'il a ensuite été porté par un mouvement politique. Et, non mais j'entends bien, mais malheureusement, il faut aussi avoir en tête cette antériorité-là. Alors aujourd'hui, elle est malheureusement absolument... l'antisémitisme est absolument décomplexé, il se cache plus. En fait, je pense que c'est ça qui est le plus spectaculaire et aussi le plus insupportable, c'est qu'il n'a plus besoin de se déguiser ou de se cacher pour être. Et c'est la raison pour laquelle, justement, ça devrait susciter d'autant plus de mobilisation et d'engagement, pas juste de l'État, parce que l'État fait sa part. Je pense qu'il n'y a pas, je pense et j'espère que vous ne doutez pas l'engagement, quel qu'ait été les ministres de l'Intérieur, le ministre de la Justice, les circulaires qui ont été prises, des mobilisations. Mais justement, parce qu'il est tellement irréprochable qu'on se dit que c'est impuissant. Le sujet, c'est le corps social. Absolument. Le sujet, c'est le corps politique. Le sujet, c'est les mutations aussi qui sont celles de l'antisémitisme et des formes nouvelles que prend l'antisémitisme. Et donc, le sujet, c'est comment nos réponses, elles peuvent être à la hauteur des nouvelles modalités d'expression de la haine, parce que l'antisémitisme est une forme de haine très spécifique, mais une forme de haine. Donc c'est pour ça que j'avais relancé les assises de lutte contre l'antisémitisme. Le 13 février dernier, qui était la date anniversaire du martyre d'Ilan Halimi, qui a débouché sur 3 mois de travaux très documentés, et volontairement d'ailleurs, je voulais que ce ne soit pas l'État qui préempte ces travaux, mais que ce soit des experts, et pas des experts hors sol, des avocats, des magistrats, des professeurs de droit public, des enseignants de la République, de manière à un moment documenter, comprendre et proposer au-delà du diagnostic. Et donc dans ces propositions, il y a notamment la question de l'antisionisme, la question de la caractérisation de l'antisémitisme. Il y a la question qui peut-être des juristes ou des avocats dans la salle, un vrai débat d'ailleurs juridique sur la question de la manière avec laquelle on caractérise aujourd'hui l'antisémitisme, comme le racisme d'ailleurs, dans les infractions au droit de la presse. Je pense qu'il faut sortir ces délits-là du droit de la presse, parce que je pense que ça crée un engorgement, que ça crée surtout une incohérence. Une incohérence, comme si c'était une forme d'opinion, de délit d'opinion. L'antisémitisme, d'ailleurs comme le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc il se combat comme tel, et je pense qu'il se combat devant des juridictions qui ne sont pas des juridictions dédiées au droit de la presse, aux infractions au droit de la presse, mais qui sont des juridictions de droit commun. Donc ça, c'est une des propositions. Il y a ce qu'on porte aussi avec Caroline Yadan, et le Conseil d'État vient de rendre d'ailleurs un avis très favorable à la proposition que j'avais, j'étais redevenue députée parce que quelques turbulences politiques, non, je suis redevenue députée, oui. Donc j'ai quand même continué à travailler sur ces sujets. Donc avec Caroline Yadan, on avait écrit la proposition de loi sur la question de l'appel à la destruction d'un État démocratique et reconnu par les Nations Unies, ce qui n'est pas simple à écrire en droit.
on a fait une saisine du Conseil d'État et le Conseil d'État a rendu un avis très positif pour ça. Donc il y a aussi ça, la lucidité sur les nouvelles formes d'antisémitisme et la manière avec laquelle ça suppose aussi qu'on adapte, nous, nos réponses, notre droit par rapport à ça, parce que on ne combat que ce qu'on sait nommer, on ne combat que ce qu'on caractérise bien, et d'un point de vue pour le coup juridique, on a besoin de ces entrées-là, parce qu'on voit aujourd'hui, même si les peines progressent, on a eu d'ailleurs une décision qui, je crois, très fondamentale dans le crime odieux de cette petite fille qui a subi un viol à Courbevoie. Mais au-delà de ces décisions de justice, on voit qu'on a des situations aujourd'hui qui échappent à la caractérisation qu'elles devraient avoir, parce que justement, nouvelles formes d'antisémitisme. Donc oui, ça suppose aussi ces adaptations-là, et c'est sur quoi on je entend travaille. la détermination, on la connaît, elle est absolument, effectivement, incontestable de la part de la République. Il y a toutes les politiques publiques que vous énumérez, que vous racontez, que vous expliquez. Et puis, c'est aussi des symboles. Il reste une blessure quand même pour les Juifs de France et une incompréhension. L'absence assumée du président de la République lors de la manifestation de novembre 2023, organisée à l'initiative du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale. Vous soutenez Emmanuel Macron, vous l'avez soutenu, vous le soutenez encore. Est-ce qu'on peut le comprendre aujourd'hui encore? Comment peut-on l'expliquer? Parce que ça reste, malgré tout effectivement ce que vous expliquez et qui est sincère et qui est absolument accepté, ça reste quand même une incompréhension. Je dois l'honnêteté de dire que c'est une incompréhension que je partage et que j'ai partagée avec le président de la République. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Moi, j'étais dans le cortège et voilà, c'est une incompréhension que j'ai eue et que je lui ai partagée à ce moment-là. Aujourd'hui, les Juifs de France ont le sentiment, effectivement, tout en étant protégés par la République, c'est paradoxal, ils se sentent aussi abandonnés. Ils ont le sentiment qu'une forme, peut-être une longue histoire, passionnelle avec la France est peut-être en train de s'éteindre. Qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez ce genre d'inquiétude? Mais déjà, malheureusement, ces inquiétudes, je les entends au quotidien. Je reconnais dans la salle une jeune femme que j'ai vue il y a quelque temps à Vivatech et qui m'en a parlé. Donc, c'est au quotidien. J'ai des Français qui m'interpellent sur ces questions-là, avec un profond sentiment de solitude. C'est ça qui me frappe le plus, ou qui me marque le plus, c'est le sentiment de solitude. C'est la raison pour laquelle aussi dans ces assises, j'ai voulu donner la parole aux étudiants. Peut-être que certains étudiants malheureusement ont eu à vivre cela. Et c'est ça qui avait le plus frappé d'ailleurs l'auditoire, c'est la manière avec laquelle ils expliquaient non seulement ce qu'ils avaient eu à subir, mais l'indifférence aussi que ça peut générer. Le mal de nos sociétés aussi, de nos sociétés, c'est ce risque de l'indifférence. Pourquoi je parle autant d'universalisme? Parce que l'universalisme, c'est aussi justement l'exact inverse de l'indifférence. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. J'ai pas commencé à combattre l'antisémitisme à partir du moment où je suis devenue ministre. Non, ça, on connaît l'antériorité de votre combat. Oui, absolument. Mais très souvent, on m'a interrogée. Et je le dis parce que c'est vrai que c'est une interrogation que souvent on m'a posée, y compris de gens très proches, disant mais pourquoi en fait? Pourquoi tu te mobilises autant sur cette question-là? Sous-entendu, en gros, comme tu n'es pas juive, pourquoi ça t'intéresse? Oui, c'était évidemment le sous-texte, bien sûr. C'était pas dit comme ça aussi directement, mais il y avait un peu je sais pas, de questionnement, de suspicion, je sais pas comment il faut le nommer. Oui, tout comme votre intérêt pour Israël aussi a pu étonner. Mais en fait, c'est sidérant qu'on pose cette simple question-là. Depuis quand il faudrait soi-même concerné pour se sentir concerné par la souffrance de l'autre? Depuis quand il faudrait être soi-même concerné pour vouloir se mobiliser, s'engager dans la lutte contre la haine? Encore heureux, en fait, qu'on n'ait pas besoin d'être soi-même concerné dans sa chair pour se sentir concerné sur les violences faites aux femmes, sur l'antisémitisme, sur le racisme, quelles que soient les formes de haine. Le simple fait qu'on pose la question, et de gens tout à fait normaux, était assez déconcertant en disant, mais après tout, il doit y avoir quelque chose. Ben non, c'est pas mon histoire intime, personnelle, familiale, c'est pas mes racines. Et alors?
C'est pas la question qui est posée. La question qui est posée, c'est la question de l'engagement, c'est la question du combat, c'est la question du rapport à la République, rapport à l'universel. C'est ça les questions qui sont posées. Et si on a le droit de s'engager ou si on n'a plus le droit de s'engager que parce que soi-même on est intimement concerné, mais en fait il n'y a plus de République et il y a encore moins d'universalisme. Et c'est ça ce contre quoi nous on doit aujourd'hui lutter, lutter contre cette tentation de repli identitaire, mais on ne peut lutter contre la tentation du repli identitaire que si on lutte aussi justement contre ce fléau de l'indifférence et si on se sent encore une fois concerné et mobilisé. Alors, dernière question avant que l'on passe aux échanges avec la salle pour boucler un petit peu ce débat et puisqu'on vous a avec nous, on va en profiter. Vous écrivez nos combats, vous alertez sur les dangers pour la démocratie pour 2027. Un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, lui parle du prix de nos mensonges. On a le sentiment que c'est un peu la souffrance chez les macronistes en fin de présidence, et que quelque part la question c'est au fond qu'est-ce qui va rester comme héritage du macronisme? Est-ce que en même temps aura été un contretemps, un dépassement? Comment et souhaitez-vous personnellement que ce dépassement soit poursuivi au-delà d'Emmanuel Macron, puisqu'il ne sera plus président en 2027? Alors, je ne souffre pas. Ce n'est pas un livre de souffrance, mais un livre de combat. Non, je parle généralement. Généralement, le socle commun, ex-majorité présidentielle. J'entends bien, évidemment. C'est difficile de dire par anticipation ce qui restera, et ce qui restera, c'est aussi ce que les Français retiendront. Qu'est-ce qu'ils retiendront? C'est pas ce que moi j'écrirai, c'est ce que les Français à un moment retiendront de ces 10 ans qui ont été aussi 10 années traversées par la crise, par les crises successives, qu'on oublie très vite finalement, et parce que les pages se tournent, parce qu'on zappe, parce qu'on est pris soi-même dans ses propres enjeux. Il y a une crise démocratique qu'on a eu à traverser avec la question des Gilets jaunes. Je me souviens très intimement quand vous êtes menacé au quotidien, et beaucoup d'élus l'ont été. Je peux vous assurer qu'on a une mémoire assez vive de ce qui a pu se passer à ce moment-là, qui était déjà une inquiétude sur un moment de bascule, qui pouvait être une forme de bascule démocratique, de crise évidemment sanitaire, de crise énergétique, du retour de la guerre sur le continent européen, du retour d'ailleurs de la guerre de manière assez générale. Donc il y a ça qui, de manière évidente, je pense, à un moment va rester sur les crises qu'on a traversées et les crises dont on a réussi quand même à se relever et à permettre au pays de se relever. Donc ça, je pense que ça restera. Ensuite, sur la question de l'héritage politique, se posera la question de 2027 et de la manière avec laquelle les uns et les autres on voudra porter un projet politique en 2027. Mais au-delà de ça, sur la question du dépassement, puisque la question fondamentale aujourd'hui qui est posée est quand même, en tout cas politique, fondamentale, la question politique qui est posée de savoir qui sera au second tour face au Rassemblement national, je ne crois pas que face à cette question, la grille de lecture gauche-droite soit la seule grille de lecture qui puisse exister. Et pourtant, vous dites que le clivage gauche-droite revient. Oui, parce que je pense que ce clivage, il n'a jamais disparu. Je pense qu'on a tous besoin de se cartographier, on a tous besoin de se situer, et qu'à un moment, on se situe, sur une grande carte, parce que on a des référentiels, des valeurs, des histoires intimes, politiques, familiales. Donc oui, c'est une facilité d'usage aussi dans la manière avec laquelle les uns et les autres on se situe. Mais si la question est de savoir qui peut battre le Rassemblement national en 2027, la grille de lecture, elle ne peut pas juste être gauche-droite. Qui pour vous sera absolument au second tour, c'est inévitable. Je ne sais pas si c'est inévitable. Je sais qu'aujourd'hui, il faut être malheureusement lucide sur la manière avec laquelle ils ont réussi à imposer des constats, des récits, un narratif, un projet politique dans le pays. Et notre enjeu, justement, c'est la manière avec laquelle on doit pouvoir installer un autre récit politique, un autre narratif politique, démontrer aussi les résultats qui doivent évidemment continuer à être les nôtres, voire encore plus les nôtres, mettre aussi face à leurs contradictions ces élus. Et je vous assure que quand vous entrez dans la période budgétaire, vous voyez très très vite les contradictions qui sont celles du Rassemblement national. C'est même assez spectaculaire à l'Assemblée. Mais je pense que la question du dépassement, ça dépend après comment on l'incarne et par qui, restera. En tout cas, moi, je le souhaite. Moi, sincèrement, je le souhaite parce que je pense que ça apporte une autre grille de lecture politique, peut-être plus complexe, c'est français de le dire, mais en tout cas, je suis pas certaine que on a envie d'effacer
cette grille de lecture-là qui finalement s'est imposée. À la fin, elle s'est imposée. Elle s'est imposée en 2017, elle s'est réimposée en 2022, elle s'est imposée en 2024. Pas uniquement de notre fait, mais parce qu'à moi, les Français, ils ont mis un bulletin de vote et que par leur bulletin de vote, ils ont exprimé le fait que justement, il y avait plus ils n'étaient pas d'accord avec l'idée qu'il n'y ait qu'une seule grille de lecture politique qui puisse prédominer. Merci, Roland Berger. On va poser la question. Merci, Madame la Ministre. Merci pour vos paroles franches et directes. Nous allons prendre 3 questions et puis ensuite nous allons passer aux dédicaces. Bonjour, merci. Merci pour cette conférence. Merci aussi pour vos propos qui ont toujours été très clairs sur l'antisémitisme et sur les dérives de LFI. Moi, j'avais une question parce que, en vous écoutant, on a l'impression qu'on va être rassuré parce qu'on a un arsenal législatif nouveau pour lutter contre l'antisémitisme, et c'est une réalité. Mais d'un autre côté, moi, je vois des signaux faibles au niveau de l'école, avec 2 événements qui sont arrivés très récemment. Le premier, c'était une subvention de 300 000 € pour permettre à 60 élèves de se rendre dans des camps palestiniens et voilà, financer. Et un deuxième événement qui est arrivé très récemment, c'est un spectacle qui a été organisé par une école de Toulouse sur les enfants de Gaza. Alors même si on peut voir quelque chose d'assez universel, on se rend bien compte quand même qu'on a un sujet derrière qui vise à développer cette haine contre les Juifs en France en instrumentalisant la cause palestinienne. Quel est l'arsenal aujourd'hui, parce qu'on a toujours l'impression de réagir après coup, et finalement le mal est fait, et qu'on est en train d'attaquer une institution qui est l'éducation nationale. Quel est l'arsenal qu'on peut mettre en place? Quelles sont les actions finalement qui peuvent être mises en place? En plusieurs questions? Vous préférez? Oui, comme ça, plus bien. Autre question. Bonsoir Madame la Ministre. Encore merci pour cette présentation et pour votre courage. Ça nous réconforte, je pense, de voir une femme debout face à ces digues qui s'effondrent. Ma question est la suivante. On voit aujourd'hui une inquiétude croissante en fait de la jeunesse juive en France par rapport à tout ce qui se passe, effectivement, tout le contexte que vous avez indiqué. Entre autres, on voit que certains se sentent contraints de cacher leur identité juive dans les universités ou dans les écoles. Il y a beaucoup d'élèves aussi dans le primaire qui ne vont plus dans les écoles publiques parce qu'aujourd'hui, elles sont dangereuses pour eux et donc ils vont s'inscrire dans des écoles juives. Donc, ils se séparent un petit peu de la République. Donc, c'est vraiment... Donc, on aimerait comprendre un petit peu quelles sont les actions que le gouvernement pourrait prendre pour justement juguler un petit peu ce phénomène. Et aussi, dans ce contexte, on voit quand même, il faut pas se leurrer, on voit une sorte d'attraction d'une certaine partie de la jeunesse française pour ces thèses wokistes et du Sud global. Et on se dit, est-ce qu'il y a un narratif justement politique, comme vous l'avez dit, pour pouvoir contrecarrer et essayer de ramener les jeunes? Parce que je dirais de convaincre un petit peu des gens qui ont connu, je dirais, la stabilité politique de la France, c'est plus facile. Mais ces jeunes là qui sortent, on a l'impression qu'ils sont un petit peu émulés, un petit peu manipulés presque par cette jeunesse. Voilà. Une autre question? Merci pour cette conférence et pour les autres questions, parce que je me permets de poser une 3e question au sujet de l'éducation nationale, parce que visiblement, je ne suis pas la seule. J'enseigne en classe préparatoire et j'essaye de combattre ce qui est reproché à l'éducation nationale, et je peux dire de l'intérieur que je n'y arrive pas et qu'il y a beaucoup de problèmes, et je pose la même question: qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi j'ai peur, et j'ai peur de parler de caricatures en cours que je trouve sur les tables, et voilà, je crois qu'on est tous les 3, on pose la même question. Une dernière question.
Bonjour. Alors j'avais une question à vous poser. Pardon, excusez-moi. J'avais une question à vous poser concernant les dernières élections législatives. Pensez-vous que la répartition des votes sur le territoire français aux dernières élections législatives est réellement révélateur de l'état d'esprit de la majorité des Français? Et si oui, pourquoi cette répartition est aussi inégale entre les zones urbaines et rurales? Quoi en pensez? Et est-ce que les Français font le bon choix en prenant cette décision? Voilà, totalement improvisé, bravo. Et une dernière question. Bonsoir Madame la Ministre, merci beaucoup de votre venue. Une question rapide, vous avez parfaitement rappelé dans votre propos le lien manifeste entre le contexte électoraliste et des visées sur le monde étudiant, notamment pour développer une cause palestinienne manifestement devenue très tendance. On est à 1 an des municipales, 2 ans des présidentielles, et ça veut dire que nous, communauté juive, allons continuer à être finalement la victime de cette tendance néfaste, funeste. Madame la Ministre, vous avez la parole. Alors, d'abord, peut-être sur le premier bloc de questions sur la question de l'éducation nationale. Alors, sur la subvention précise, sincèrement, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que c'est une subvention de l'État. Elle est absolument inadaptée et insupportable. Et encore une fois, ça, c'est notre pouvoir de contrôle de légalité sur la manière avec laquelle les subventions sont octroyées. Encore une fois, moi, c'est l'examen que j'avais imposé de faire à nos administrations pour vérifier que pas 1 euro d'argent public n'était allé à des associations qui, quand bien même elles auraient conduit des actions légitimes sur la lutte contre les violences, auraient tenu des propos inacceptables sur le 7 octobre. Donc ça, c'est chaque ministre qui est en charge quand même de piloter son administration, de contrôler, de vérifier. Et je pense que c'est notre rôle, notre légitimité évidemment de le faire. Je ne sais pas si c'est la question des collectivités locales, où là, on a aussi d'autres stratégies qui se mettent en place, parce que ça rejoindra aussi la question que je vais vous poser, c'est-à-dire que ce ne sont pas des dérapages sur la France insoumise. Souvent, j'entends, et je le dis dans la presse, il s'agit de dérapages. Ce ne sont pas des dérapages, c'est une stratégie électorale. Il faut être très lucide par rapport à ça, parce que ce n'est pas la même chose. Un dérapage, ça s'excuse. Une stratégie électorale, ça se combat. Ce n'est pas le même registre. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur le fait que c'est une stratégie électorale à partir du moment où, justement, elle est documentée, structurée, réitérée, élection après élection, et particulièrement bien structurée, d'ailleurs, sur les territoires. Et oui, ils prennent pour cible notamment la question de l'éducation nationale. Madame qui est enseignante le rappelait, ça me fait écho à un propos que j'avais entendu une femme d'un certain âge qui était venue me voir à l'issue d'une rencontre, qui m'avait dit, vous savez, Madame la Ministre, mon fils, il fait un métier qui est très dangereux. J'ai dit, ah bon, il est militaire, il est policier, il est gendarme? Non, il est enseignant. Et cette phrase m'a beaucoup marquée parce que on est dans un pays qui a connu Samuel Paty, qui a connu Dominique Bernard, et je pense que on ne peut pas ne pas l'avoir en tête, nous, en tant que citoyens, en tant que responsables politiques, en tant que journalistes. On est dans un pays où des enseignants ont été pris pour cible, ont été tués, ont été délibérément pris pour cible, au nom même de nos valeurs et de la manière avec laquelle ils continuaient à les délivrer et à les transmettre. C'est pour ça d'ailleurs que dans les propositions qu'on a portées sur les assises, et je continuerai à les porter, il y a l'idée par exemple que la protection fonctionnelle pour nos enseignants, elle soit plus discrétionnaire en fonction du souhait du directeur d'établissement, mais elle soit automatique, systématique, pour dire très clairement que un seul enseignant qui serait pris à partie, qui serait pris pour cible, qui serait soi-disant chahuté, immédiatement doit être protégé par la République. La question ne doit même pas se poser, et parce que la force elle est à la loi, parce que la force elle est à l'État, parce que la force elle est à la République, et donc on doit assumer aussi cette rectitude-là dans la manière avec laquelle on protège nos enseignants. Parce qu'aujourd'hui, on a à la fois une forme d'affaissement aussi du niveau de formation, un enjeu sur la formation de nos enseignants par rapport à des nouveaux enjeux aussi de transmission, singulièrement quand on parle de la question de l'antisémitisme, des nouvelles formes d'antisémitisme. Une grande victoire que nous avons obtenue suite aux assises est par exemple que la définition de l'IHRA soit transmise à nos enseignants, c'est-à-dire que la manière avec laquelle ils vont être formés aujourd'hui sur la lutte contre l'antisémitisme et la manière avec laquelle ils doivent pouvoir en parler à la classe, va se fonder sur la définition de l'IHRA. Je vous assure que c'était pas si simple, enfin je pense que ici vous le mesurez, à obtenir. Donc il y a
à la fois comment on lutte contre l'affaissement du niveau, qui est aussi l'affaissement du niveau de référence culturelle et historique de manière un peu générale, aussi, il faut être lucide, comment on forme mieux nos enseignants, mais comment on les soutient et comment l'État, la République, est de manière systématique en soutien de nos enseignants. Regardez ce qui s'est passé à l'université où un professeur de l'université, M. Balanche, a été pris pour cible dans l'enceinte d'une faculté. Il a été pris pour cible dans une indifférence généralisée. Je parle de la classe. La classe, c'est-à-dire qu'on a des individus extérieurs, cagoulés, masqués, qui interviennent, qui le prennent pour cible, qui interrompent son cours, qui l'empêchent de faire cours. Il n'y a pas une personne qui se lève. Pas une. Ils sortent leur téléphone portable, filment, diffusent, les amplifient. En faisant ça, ils lui mettent aussi des cibles dans le dos, mais personne n'agit. Personne n'agit. Donc, par rapport à ce que je disais aussi sur la question de la lutte contre l'indifférence, c'est aussi ça, évidemment, le combat qu'on doit mener. Et sur la question qui était plus sur la cartographie électorale, oui, c'est ce que vous avez noté et ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'on a des écarts qui sont importants aujourd'hui en fonction des territoires, mais parce qu'on n'a pas le même rapport à la République, parce qu'on n'a pas le même rapport au service public, qu'on n'a pas le même rapport à l'État, qu'on n'a pas le même rapport à la visibilité de l'État dans les territoires. Et ça, c'est aussi ce combat-là qu'on mène. Pourquoi on réimplante du service public? Pourquoi on réimplante des sous-préfectures? Pourquoi on réimplante des maisons France Service? Parce que le lien direct, intime, humain, presque charnel qu'on a à l'État et à ceux qui l'incarnent, il est absolument déterminant pour se dire que justement, l'État ne nous laisse pas en marge du progrès, en marge de l'émancipation, en marge de l'élévation sociale, en marge de la mobilité, et que cette promesse-là, elle est réaffirmée, quelle que soit sa naissance, quel que soit son territoire. J'ai l'habitude de dire que la République, on n'est pas une République des héritiers, nous, on est une République des émancipés. C'est comme ça que notre société, elle fonctionne. Elle fonctionne pas sur l'héritage, ou elle doit pas fonctionner en tout cas que sur l'héritage. Elle fonctionne normalement sur cette promesse d'élévation et de mobilité. Et donc, forcément, en fonction du rapport que vous avez à ces questions-là, la réponse électorale et politique que vous apportez au moment où vous votez, elle n'est clairement pas la même. Merci infiniment. Nous allons clôturer cette conférence. Merci Madame la Ministre pour votre courage, votre engagement et ces mots porteurs d'espoir. Encore de grands applaudissements pour Madame la Ministre, s'il vous plaît. Nous allons désormais dédicacer les ouvrages de Madame Berger. Merci. Je l'ai vraiment lu avec attention. Hein. C'est chouette.